C'est l'une des plus grandes victoires des écologistes et un des symboles de la vague verte des municipales dans les grandes villes. Le 28 juin, Grégory Doucet, candidat Europe Écologie Les Verts, devient maire de Lyon. Lyon a choisi l'écologie. Alors on peut dire, Lyon est faite de cette étoffe dont sont tissés les rêves. C'est même un doublé car Bruno Bernard s'impose à la tête de la métropole de Lyon. Les écologistes mettent ainsi fin au règne de Gérard Collomb. L'ancien socialiste passé à La République En Marche a pourtant tout tenté jusqu'à s'allier à la droite locale pour empêcher la prise de pouvoir écologiste. Nous devons nous réunir parce que nous vivons des temps extraordinaires. Dans cet accord LR En Marche, le républicain François-Noël Buffet devient candidat commun à la métropole, tandis qu'Étienne Blanc, candidat LR à la ville de Lyon, laisse sa place au dauphin de Gérard Collomb, ce qui n'empêche pas leur défaite. À peine ce séisme digéré, une autre campagne s'engage dans le Rhône, les sénatoriales de septembre 2020. À voter. Dans la foulée des municipales victorieuses de juin, les écologistes ont désigné Thomas Dossus, 38 ans, comme tête de liste aux élections sénatoriales. Donc moi j'arrive à Lyon il y a 25 ans, en 95. J'étais déjà militant écolo puisque je manifestais contre les essais nucléaires de Jacques Chirac à Mururoa. Mais j'avais 13 ans et puis petit à petit voilà, j'ai appris des choses. Et en 2007 je me rapproche des Verts après l'échec de Voynet à la présidentielle. Je ne comprends pas pourquoi elle fait moins de 2% alors que les questions qu'elle porte elles sont cruciales pour notre avenir. Et donc je me rapproche des Verts à ce moment-là et je commence à m'engager auprès d'eux, à les aider sur des campagnes et à militer, quoi. Après 2008, après les campagnes municipales, il y a 2009 les succès aux européennes. Et puis 2010, c'est à partir de ce moment-là où je m'engage plus fortement avec les écologistes, puisque je vais travailler avec les élus à la région, dont plusieurs auront des trajectoires intéressantes, comme Éric Piolle qui devient maire de Grenoble. Mais sa plus grande victoire, c'est celle des municipales à Lyon, dans laquelle il s'est engagé très tôt, certains le présentant même comme l'un des artisans de l'ombre de ce succès. Désormais, il veut prolonger cette vague verte en personne. Bon, là, il reste encore des affiches et des tracts des municipales de toutes les campagnes qu'on a menées là, il y a encore 2 mois, on était encore en plein dedans. Moi, je fais partie de ces écolos qui pensent que l'écologie doit rentrer dans les institutions. Donc j'ai toujours défendu ça, y compris quand j'étais en lien avec des associatifs qui sont beaucoup plus militants et qui ont toujours une défiance, voire même un antagonisme avec le pouvoir. Moi, j'ai toujours voulu qu'il y ait un débouché politique à toutes ces luttes écolos. Et donc, pour moi, c'est la suite logique, hein, c'est de s'engager et d'aller au bout. Et d'ailleurs, moi, mon rôle sur la campagne, c'était aussi d'amener des associatifs et des gens plutôt militants à prendre leurs responsabilités, à devenir élus, à prendre les manettes. Par là, et après 2 de chaque côté. Dans la foulée de la prise de la ville et de la métropole de Lyon, EELV s'est rapproché des autres forces de gauche. L'élection sénatoriale se déroulant en un seul tour, il faut éviter les divisions. Dans le Rhône, socialistes mais aussi communistes, Génération, PRG se sont ralliés aux écologistes et présentent leur union début septembre à la presse. Et puis les élections sénatoriales sont le reflet de ces dynamiques électorales. Donc naturellement, nous avons travaillé à continuer cette dynamique de rassemblement ici dans le Rhône pour construire l'union qui, face à la droite, qui présente une face divisée, nous voulons présenter un rassemblement qui permet de créer l'espoir de l'alternance. Vous espérez déjà mathématiquement, j'allais dire, combien de sièges? On veut tout prendre, non. On veut prendre les 7. Gilbert-Luc Devinaz, sénateur socialiste sortant, accepte de se mettre en 3e position sur cette liste, derrière 2 écologistes, en espérant faire grandir les rangs de la gauche qui ne comptaient jusque-là que 2 sièges sur les 7 sénateurs du Rhône. Et la gauche et les écologistes sur ce département ont pris le pari, en faisant une liste d'union, d'être en première division. Et après, il reste à savoir combien il y aura de listes en 2e division. Alors si je prends cette image, c'est parce que jusqu'à présent, on pensait que les LR
seraient totalement en première division, mais si j'ai bien compris, ils ont décidé un peu de se diviser. On a travaillé cet été avec les forces de gauche qui ont constitué des rassemblements ici au municipal ou à l'élection métropolitaine avec nous les écologistes. On a travaillé cet été pour arriver à ce rassemblement. Ça n'a pas pu se faire au niveau national. Donc on a pris notre bâton de pèlerin ici localement. On a été rencontrer chacune des forces de gauche et écologistes ici à Lyon et dans le Nouveau-Rhône. Et puis nous avons constitué une liste de larges rassemblements pour cette élection sénatoriale. Actuellement, il y a 2 sénateurs de gauche qui sont sortants et puis on espère en avoir un 3e maintenant avec cette dynamique qui s'est créée depuis les dernières élections. Face à cette liste de gauche unie et rajeunie, François-Noël Buffet joue lui la carte de l'expérience. Élu depuis 2004 au Palais du Luxembourg, c'est déjà la 3e campagne sénatoriale pour le candidat Les Républicains. C'est une campagne électorale, on a l'habitude, mais on démarre tôt, on finit tard. Et en même temps, on voit du monde, c'est ça l'objectif. Mais c'est très plaisant, et en plus le fait de circuler dans le département, c'est toujours un moment agréable parce qu'on redécouvre des endroits, on en découvre toujours quelques nouveaux. Donc c'est bien, c'est sympa. Alors, les rendez-vous souvent en tête-à-tête s'enchaînent, car les électeurs des sénatoriales, ce sont majoritairement les élus des conseils municipaux. Ce jour-là, à Champagne-Mont-d'Or, aux abords de Lyon, c'est avec une maire tout juste élue en juin qu'il a rendez-vous. Je vous remercie déjà d'être venu jusqu'à moi. Moi, je vous remercie de m'accueillir. Je suis pas très loin, on n'est pas très loin. C'est pas la première fois que je viendrai à Champagne. Et donc, vous, en tant que sénateur, par rapport aux communes, comment vous voyez le travail pour associer les communes? Nous sommes les élus des élus. On peut servir d'intermédiaire des fois pour ouvrir des portes, débloquer une situation à la préfecture. Ça a été le cas cette semaine pour un de nos collègues du département. Intervenir auprès d'une administration. Prendre un contact avec un ministre ou son cabinet parce qu'il y a un projet qui vous intéresse, qui est bloqué, il y a besoin d'un petit coup de pouce. Donc c'est notre travail, ça. C'est uniquement consultatif pour les députés? Enfin, pas du tout. Non. Nous votons les textes, nous votons les lois, nous les modifions et on se met en place après le système de la navette entre l'Assemblée et le Sénat. Mais un texte ne peut être promulgué qu'à la condition qu'il soit voté en termes identiques par les 2 chambres. Moi, ce que j'attends du coup d'un sénateur, c'est déjà qu'il soit au fait de nos préoccupations, donc qu'il y a un lien qui se crée, parce que c'est vrai que pour moi, déjà en tant que simple citoyenne, un sénateur, on avait l'impression de ne jamais les voir, donc déjà de vous rencontrer, c'est important, de pouvoir échanger. Et puis après, j'attends un soutien, alors qui ne sera pas au quotidien, mais si des problématiques se posent particulièrement sur un sujet sur lequel on est en difficulté, j'attends un soutien, un conseil, effectivement d'être un peu une porte d'entrée aussi pour relayer nos soucis auprès de ministères, de la préfecture. Voilà. Je suis à chaque fois... Alors, de moins en moins étonné, de moins en moins surpris de voir que dans les réunions que nous faisons, la moitié de l'auditoire, souvent la moitié de l'auditoire a été élu pour la première fois et n'a donc jamais voté pour les élections sénatoriales. Et qu'il y a besoin de faire de la pédagogie sur l'institution et le rôle de l'institution. Ça, c'était moins le cas en 2014. Là, c'est vraiment très, très visible, très prégnant, très réel. Thomas Dossus, lui, n'a pas forcément la même connaissance des élus du Rhône, ces grands électeurs des élections sénatoriales. Pour combler son manque d'expérience, c'est donc en équipe qu'il mène campagne, loin de la métropole de Lyon, où les Verts ont emporté les élections. Il tente d'aller chercher des voix dans la partie plus rurale du département. Sur notre liste, le sénateur sortant, Gilbert-Luc de Vinaz, connaît bien le territoire. Il a parcouru pendant son mandat tout le territoire. Il a rencontré beaucoup de maires, donc ça aide aussi à apporter une expérience et un regard plus de sénateurs sortants. C'est important pour les maires aussi d'avoir ce regard-là, quoi. On a peut-être la sensation de faire un peu peur et en fait pas du tout. On est accueillis comme n'importe quel candidat, je pense. Bon, très bien. Merci à tous, on est ravis de vous accueillir. Ouais. Avec Bernard, déjà
fait plusieurs campagnes pour le département, donc voilà, ça me fait plaisir de continuer avec Bernard. Et puis je vous laisse la parole. Hein. Ouais, moi je vais me présenter, puis présenter la démarche de notre liste. Moi je suis Thomas Dossus, je suis élu métropolitain, conseiller métropolitain à Lyon et conseiller d'arrondissement dans le 7e. Je suis adjoint à la culture dans le 7e. Et nous, quand on fait nos rencontres avec les maires ou les grands électeurs, c'est vraiment pour écouter vos problématiques et les faire remonter. Et puis, on se dit que c'est une première rencontre, que ce ne sera pas la dernière, qu'on se reverra après au cours du mandat. C'est un engagement qu'on prend à chaque fois, de ne pas voilà, faire ça juste pour la campagne et puis de se quitter bons amis et de ne plus se revoir pendant 6 ans. L'objectif, c'est vraiment de se revoir. Le fait de faire le terrain, j'ai dit, c'est plutôt une chance d'être élu sur les 2 collectivités territoriales parce qu'il y a un certain nombre de... Loin de ses bases lyonnaises, Thomas Dossus laisse volontiers la parole à ses colistiers. Ce jour-là, c'est le local de l'équipe, Bernard Chavreau, qui joue les facilitateurs et amorce les sujets clés. Sur le monde agricole, effectivement, on dit vous êtes juste là pour nourrir la métropole. J'ai envie de dire, j'espère qu'on va la nourrir, parce que pour le moment, il n'y a que 5% des aliments autour de Lyon, hein, pas simplement les monts du Lyonnais, hein, Plaine de l'Ain, etc., qui alimentent. Et s'il y a quelque chose à faire passer au niveau de la nouvelle majorité métropolitaine, c'est de dire, putain, il faut qu'on mette le paquet. Et effectivement, ça va être bien pour tout le monde. Ça va être bien pour nos agriculteurs, bien entendu, mais ça va être bien aussi pour les Lyonnais d'être nourris par les gens autour. J'ai du mal à me situer par rapport à toutes les idées que les uns et les autres expriment, parce qu'elles sont relativement similaires. Il y aura des petites adaptations à faire sur le fonctionnement des communautés. Il y a le département qui investit culturellement sur des gros événements ou le musée gallo-romain. On a des très belles affiches qui arrivent jusqu'à nous, mais on n'a pas de moyen d'y aller, hormis en prenant notre voiture personnelle. Écouter les grands électeurs éloignés de la métropole, une nécessité pour remporter des sièges de sénateurs. Car depuis une loi de 2015, le département du Rhône est divisé entre d'une part la métropole de Lyon qui regroupe 59 communes et 2/3 des habitants, et d'autre part le nouveau Rhône qui regroupe tout le reste de l'ancien département. En revanche, les élections sénatoriales se font encore à l'échelle de l'ancien département et les élus seront sénateurs du Rhône. Certains jouent de cette carte territoriale comme Bernard Fialer, candidat centriste issu du nord du territoire dans le Beaujolais. Il se bat pour que la métropole de Lyon n'écrase pas ces élections. La spécificité, c'est que je suis la seule tête de liste issue du département. Toutes les autres têtes de liste sont de la métropole. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on respecte le département. Ça veut dire que, attendez, même nous, si on est 2 élus, eh bien, de toute façon, il y en aura aussi un de la métropole. C'est-à-dire que je peux me retrouver le seul élu du département. C'est quand même normal que ce département, qui représente 1/3 de l'ensemble, soit aussi représenté. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tête de liste et qui sont issus de la métropole et qui nous l'ont dit, qui ne m'ont pas suivi parce qu'ils estiment qu'il fallait que la tête de liste soit métropolitaine. Comme si nous, on était les ruraux chargés d'apporter les voix, mais de ne pas avoir le droit aux responsabilités. Issu du parti radical valoisien, Bernard Fialer tente de réunir sur sa liste la galaxie centriste et En Marche. En l'absence de candidats de la majorité présidentielle, il espère attirer leurs grands électeurs. On est sans étiquette, on veut rassembler tous les gens qui sont situés entre les LR d'un côté, qui sont assez nombreux d'ailleurs pour se présenter, et puis communistes, verts et une partie socialiste sur la gauche. Donc c'est ce grand rassemblement. On sait très clairement où on se situe. Certains sont engagés dans des formations du centre, d'autres non. En tout cas, voilà où on se situe, mais on souhaite le faire de façon plus pragmatique. Son credo territorial, il le décline lors de réunions thématiques comme ce jour-là, avec des élus adjoints à la culture. Loin de la métropole de Lyon, Bernard Fialer évoque les problèmes du quotidien, comme le transport pour aller au musée. Aujourd'hui, il y a un gros problème, j'en avais discuté avec Mme Berthoud à un certain moment, c'est que personne ne veut prendre en charge le transport. Or, la culture, ça commence avec les écoles.
Et personne n'a trouvé de solution aujourd'hui pour dire, oui, on va financer. Qui va financer? Chacun se réfugie dans son propre budget. On n'a pas les moyens. C'est la solution. Oui, et puis... Les écoles peuvent demander au département quand même, il y a des subventions pour les déplacements. Mais il faut que ce soit la volonté de l'école. Oui. Vous, il y a combien de... Ça dépend de l'agglo de Villefranche. Oui. Oui. L'agglo de Villefranche, par exemple, on pourrait se dire, il y a combien de classes sur toute l'agglo? Centaines, combien? 200, enfin voilà. Il y a de quoi faire une visite par jour, presque. Si on amène toutes les classes de l'agglo de Villefranche. On ne peut pas penser même un département comme celui du Rhône qui est autour d'une métropole comme Lyon sans être en permanence, savoir quel lien on en a. Ça ne peut pas être simplement qu'une métropole qui produise de la richesse et qui, par ruissellement, nous en donnerait. C'est pas comme ça, il faut faire un vrai partenariat. Sa candidature, Bernard Fialer l'a mûrie depuis un moment et il a abandonné tous ses mandats pour se lancer dans la course au Sénat. J'ai pas souhaité me représenter aux élections municipales, ni même à ma communauté de communes, parce que je pense qu'il faut laisser la place au bout d'un certain temps. Mais en revanche, c'est utiliser toute cette expérience, tout le vécu que j'ai eu comme élu local pour aller porter cette expérience au Sénat et représenter l'ensemble de mes collègues avec qui j'ai eu vraiment du plaisir à travailler sur ce département. Mais les autres listes espèrent aussi attirer les électeurs plus ruraux. Ce jour-là, à Fleury, dans le Beaujolais, au nord du département, François-Noël Buffet mise sur un renfort de première classe, le président du Sénat, Gérard Larcher. Rendez-vous à la cave coopérative, en pleine saison des vendanges. Ensuite, on va à Saint-Priest. Alors, on a décidé qu'il fallait, je vous avertis, qu'on partirait vers 15h. Oui. Ça devrait aller 1 heure. C'est oui. bien. 1 heure, c'est bien. Puis... En bonne compagnie, c'est toujours bien. Voilà, oui, il n'y a pas de souci. François-Noël Buffet vient ici séduire les élus du Beaujolais, traditionnellement acquis à la droite et au centre. Mais face au président du Sénat, ce sont surtout les divisions au sein de la famille politique qui préoccupent ces grands électeurs. Expliquez-moi pour quelle raison, dans le Rhône, vous êtes 1, 2, 3 listes de même tendance, on va dire. Est-ce que ça ne va pas avoir un effet négatif sur le résultat, comme à Lyon, où on s'est fait avoir par les Verts de manière magistrale? Est-ce qu'un beau jour, vous allez arriver à nous entendre? Ici, je soutiens François-Noël Buffet et Catherine Di Folco. Ça ne veut pas dire que je jette l'anathème sur tous les autres. Je pense qu'aujourd'hui, après les élections municipales, la famille du centre et de la droite a près de 60% des collectivités territoriales. Notre problème, c'est de transformer au plan national en une capacité d'alternative, car je ne me résous pas à n'avoir pour choix que La République En Marche et le Rassemblement National. Et donc, ça, c'est notre devoir. Voilà ce que je voulais, moi. Si les Républicains ont officiellement investi la liste de François-Noël Buffet, un dissident s'est lancé dans la course, et c'est Étienne Blanc, ancien candidat à la mairie de Lyon. Le parti m'investit en disant « tu montes la liste ». Très bien. Étienne fait une demande d'investiture, il ne l'obtient pas. On lui dit « non, voilà, c'est pas ton job, tu viens, c'est pas le moment, tu es dans l'un, c'est pas le moment ». Et donc moi je constitue la liste avec des gens qui sont non inscrits. Catherine, elle n'est pas encartée dans un parti politique. Elle est proche de nous, elle n'est pas encartée. Et Étienne dit « moi de toute façon je fais ma liste ». Donc il est dissident, mais par sa volonté, il n'a pas voulu se rassembler. Je dis « il nous fout la merde ». J'ai été investi par le mouvement auquel j'appartiens, qui est également celui d'un autre candidat, et que c'est cet autre candidat qui a décidé de mener une opération personnelle. Et il organise la dissidence. Je le regrette profondément, car elle nuit à l'unité que nous avons toujours construite sur le département du Rhône. Nous avons toujours, depuis des années, été unis, rassemblés, et là, il crée cette division. Je le regrette profondément. Nous espérons faire élire au moins autant de sénateurs que nous l'avions fait en 2014, et la campagne se déroule. Elle se déroule très bien. Je n'ai pas d'explication, ce sont des décisions qui sont prises. La famille à laquelle j'appartiens a pris la décision de soutenir François-Noël Buffet. François-Noël Buffet a été, avec Catherine Di Folco, 2 excellents sénateurs, Elisabeth Lamure et Michel Forissier, et il était légitime
que je vienne les soutenir. Voilà. La droite, malheureusement, est assez constante depuis quelque temps. Elle réussit à perdre des élections qui sont imperdables, comme on dit un petit peu par dérision. Et au sénatorial, j'ai peur que cette atomisation fasse perdre des sièges à la droite. Il y a 6 ans, François-Noël Buffet avait remporté 4 des 7 sièges en jeu dans le Rhône. Mais cette année, les divisions pourraient gâcher la photo de famille. Et après, on fait une photo avec masque. Et là, on peut se rapprocher affectueusement. Le dissident LR, c'est lui, Étienne Blanc. Il espérait devenir maire de Lyon en juin dernier. Il faisait même campagne avec François-Noël Buffet qui visait la métropole. Mais l'alliance d'entre-deux tours avec Gérard Collomb l'a contraint à se désister. Il a décidé de se lancer dans les sénatoriales sans l'investiture de son parti. Non, ce n'est pas une dissidence, c'est une liste complémentaire. Elle va, comme je l'ai dit il y a quelques instants, s'adresser à ces électeurs du Nouveau-Rhône qui sont peu représentés ou pas représentés sur la liste officielle, en tout cas pas en position éligible. Et puis elle va apporter aussi une réponse à ce traumatisme qu'ont subi les Républicains dans une alliance à Lyon, entre la République En Marche et les Républicains, qui a posé quand même beaucoup de problèmes. Alors écoutez, je suis peut-être une part de l'équation. Oui, effectivement, moi je me suis retiré par fidélité pour ma famille politique. Ce que je sais, en revanche, c'est que dans notre électorat de la droite dite républicaine, il y a un traumatisme qui est un traumatisme profond. Et la liste que je conduis, elle peut permettre à ces électeurs de ne pas s'égayer sur d'autres listes. Allez, c'est bon. 27 septembre 2020, jour de vote à la préfecture pour les 3710 grands électeurs du Rhône appelés à désigner leurs sénateurs. Covid oblige, les restrictions sont draconiennes. Les grands électeurs patientent jusqu'à 1h30 avant d'accéder au bureau de vote. Anonymes ou presque dans cette file, les candidats n'ont plus qu'à attendre les résultats. Oui, plutôt confiant. On a une campagne plutôt positive pour nous. On a rassemblé. Donc maintenant, voilà, c'est le jour J. Élection pluvieuse, élection heureuse, on va dire. Où en plus, il y a du monde qui vote pour une fois. Donc la queue à des élections, c'est rare. Donc ça fait plaisir. En fait, on est resté 1 heure. J'ai fait la queue quoi, 25 minutes Ben écoutez, dans un esprit de confiance, et on attend évidemment que la journée se termine, mais c'est un esprit de confiance d'abord. Comme toute élection, de toute façon, on ne peut plus grand-chose, donc il faut attendre. Donc on essaye de ne pas trop y penser en réalité. 17h30, fermeture des bureaux de vote et début du dépouillement dans les salons de la préfecture interdite d'accès aux journalistes. Près de 3 heures d'attente avant le verdict. On va rejoindre Quentin à Lyon, car là aussi, eh bien, vous avez des résultats, Quentin. Il y a d'abord François-Noël Buffet qui réalise 2 sièges, la liste LR officielle. La liste d'Union de la gauche, menée par 2 écologistes, eh bien, elle remporte 3 sièges, avec le siège également du sortant socialiste. Et il y a également le siège du dissident LR Étienne Blanc qui réalise 1 siège. Et alors la surprise donc pour le 7e siège, eh bien, c'est la victoire de Bernard Fialaire. Je suis élu, je reste le seul sénateur centriste malgré les listes dissidentes. Je suis membre du Parti radical, j'aimerais siéger peut-être au groupe RDSE. En tout cas, je m'assurerai d'avoir la liberté de vote, comme je l'ai dit à tous les électeurs, les grands électeurs que j'ai rencontrés pendant toute cette campagne. Je veux garder ma liberté de vote et je ne veux avoir de compte à rendre qu'à mes électeurs. Grand vainqueur de l'élection, la gauche remporte 3 sièges. 2 écologistes iront au Sénat, accompagnés de Gilbert-Luc Devinas, sénateur socialiste sortant, prolongeant la vague verte dans le Rhône. 3 sièges pour le rassemblement des écologistes et de la gauche, donc c'est historique pour nous d'envoyer 2 sénateurs, enfin un sénateur et une sénatrice écolo à Paris. Voilà, c'est très satisfaisant pour nous de faire prolonger cette vague verte ici de Lyon, de la métropole et du Rhône jusqu'à Paris. Quand les écologistes arrivent à rassembler la gauche, ils peuvent arriver devant la droite et arriver ici à arracher un siège à la droite. Donc c'est une très bonne nouvelle et ça annonce des bonnes choses pour la suite. À droite, en revanche, c'est la douche froide. La liste officielle ne remporte que 2 sièges et le dissident Étienne Blanc, un seul. Je crois qu'il va falloir parler sérieusement. Je crois qu'il va falloir tirer les choses au clair et qu'effectivement, il y a un discours de vérité.
On ne peut pas continuer comme ça, à avoir une forme de quasi-machine à perdre des sièges, singulièrement ce soir. Nous étions 4 en 2014, nous sommes 2 pour notre liste, alors que nous avons plus de voix, avec le candidat dissident, plus de voix, et nous perdons un siège. C'est quand même quelque chose d'incompréhensible. Nos électeurs ne peuvent pas comprendre cela. Et ils ont raison d'ailleurs, parce que nous-mêmes, nous sommes très en colère de cela. Après cette bataille électorale, direction le Sénat pour ces 7 élus du Rhône et premier pas dans l'hémicycle lors de l'élection du président du Sénat, Gérard Larcher. Monsieur Dossu. Gérard Larcher, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour de scrutin, je le proclame président du Sénat. Monsieur le Président, à vous. Durant les 6 prochaines années, ces sénateurs seront chargés de représenter leur territoire, de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement au sein de la Haute Assemblée.